Mercredi 3 février 2021. Sur le vif, un balado du Crémis, épisode 20. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Stéphanie Taillon, directrice générale à Partageons l'espoir. Situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, cet organisme vient en aide aux Montréalais dans le besoin du Sud-Ouest. Merci beaucoup, Stéphanie, de bien vouloir participer à ce balado. C'est vraiment très apprécié. On sait que le temps manque à beaucoup de monde actuellement. Vous êtes à la tête de Partageons l'espoir. C'est un organisme qui propose une diversité de programmes pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Par exemple, vous offrez des cours de musique, un programme de tutorat pour les jeunes présentant des défis à l'école. Alors, pour les fins de notre conversation, on aimerait ça vous entendre plus spécifiquement sur le programme de services alimentaires d'urgence, en fait, que vous offrez. Donc, dans un premier temps, Stéphanie Taillon, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce programme et nous partager ce que vous observez présentement? Oui, donc merci beaucoup Rachel. Effectivement, normalement, on offre la banque alimentaire, donc le service alimentaire d'urgence 2 jours par semaine, les mardis et jeudis, 3 semaines par mois, donc on n'est pas la première semaine, plutôt les 3 dernières. On a environ 120 personnes par semaine qui venaient, ça, on parle vraiment pré-pandémie. Les gens pouvaient venir jusqu'à 2 fois par mois. On desservait et on dessert encore d'ailleurs 8 codes postales dans le Sud-Ouest. Et les gens, ce qui était vraiment la force, je pense, de la banque alimentaire pré-pandémie, c'était vraiment de choisir les aliments, d'avoir une offre d'aliments sains et variés et on l'offrait à $1 par adulte pour vraiment avoir ce sentiment que les gens peuvent contribuer à leur alimentation et à acheter les produits. Donc, c'est sûr que depuis le début de la pandémie, donc je vous dirais mi-avril pour nous, la banque alimentaire, donc le service d'urgence, s'offre uniquement en livraison 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. On a encore la possibilité de venir 2 fois par mois. Donc, les ménages peuvent rappeler 2 fois par mois pour avoir accès à un panier qui leur est livré à la maison. Ils donnent leur contribution et encore aux livreurs. Ce qu'on avait arrêté pendant un certain temps, là, on savait pas la notion d'argent, d'échange, mais ça va très bien depuis ce temps. Une question, en fait, qui me vient en tête, quand on parle d'aide d'urgence au niveau alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les gens viennent parce que finalement, ils ont vraiment plus de quoi se payer des aliments pour mettre dans leur frigo? Est-ce qu'on est vraiment rendu finalement au dernier filet de sécurité pour avoir accès à une alimentation? Oui, exactement. Donc, souvent, c'est pour compléter. Ça peut être pour compléter une épicerie qu'on a fait en début de mois alors qu'on avait peut-être un petit peu plus d'argent, un peu plus de moyens. Et là, le mois s'écoule, puis là, finalement, je ne peux plus aller m'approvisionner dans une épicerie, disons-le, plus traditionnelle. Donc, à ce moment-là, avec des prix qui sont assez élevés. Donc, pour plein de raisons, certaines personnes même ont vraiment même pas cette capacité-là d'acheter une épicerie par semaine, par mois. Donc, ne font que affaire avec une aide d'urgence 2 fois maximum par mois. Et qu'est-ce que vous observez au niveau de justement, est-ce qu'il y a eu un accroissement des besoins? Qu'est-ce qui s'observe sur terrain? Définitivement, donc depuis le début de la pandémie, on a fait 9422 livraisons. C'est à peu près, on sert à peu près 240 ménages par semaine. Juste pour vous donner une idée, vous vous rappelez qu'à l'époque, c'était 120 à peu près ménages par semaine sur 3 semaines. Là, par 4 semaines par mois, 240 ménages. Donc, on voit vraiment une augmentation. C'est sûr qu'en pouvant livrer, on augmente le bassin de gens à qui on peut livrer, mais c'est surtout le fait qu'on a 54% sont des livraisons qui sont faites à des personnes qui sont nouvellement inscrites depuis le début de la pandémie, ce qui cause quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Puis est-ce que face à cette hausse importante en fait de nouveaux ménages ou de nouvelles, je sais pas, là, un accroissement de votre, j'aime pas le terme clientèle, mais est-ce que ça pose des enjeux au niveau de votre capacité à réagir puis à être réactif pour finalement rejoindre les personnes rapidement? C'est certain, on présente maintenant une attente de 8 jours ouvrables à peu près quand quelqu'un appelle pour une aide d'urgence qui est très difficile pour nous à accepter, je vous dirais très difficile pour nous de relayer aux membres, mais malheureusement c'est la réalité en ce moment avec les effectifs que l'on a puis notre capacité de livrer. On était à 24 à 48 heures au début de la pandémie, mais on est rendu à 8 jours ouvrables. Donc finalement, si je comprends bien, si quelqu'un se retrouve à avoir un manque flagrant, réel dans son frigo et se doit de faire appel à un service d'urgence au niveau alimentaire, ça va prendre 8 jours ouvrables pour pouvoir lui livrer un panier.
On est quand même plusieurs dans le quartier, donc on a quand même d'autres banques alimentaires dans le quartier qui permettent aux gens d'aller avoir une offre un petit peu plus diversifiée en termes d'alimentation d'urgence. Dans le sud-ouest, un petit peu plus largement. Donc, il y a une possibilité d'aller un petit peu partout, mais c'est sûr que c'est loin d'être une situation idéale. D'après votre expérience, qu'est-ce que la crise a fait vivre aux personnes? Est-ce que, de votre côté, est-ce que vous voyez qu'il y a des populations plus spécifiques qui sont touchées par l'appauvrissement et l'insécurité alimentaire? C'est sûr que dans la philosophie de Partageons l'espoir, on n'a pas beaucoup de données précises sur les gens. On pose vraiment le moins de questions possible, c'est-à-dire on ne demande pas nécessairement de preuves de revenus. En fait, on n'en demande pas. On ne demande pas de questions spécifiques socio-démographiques non plus. Donc, on demande le nombre de personnes par famille, s'il y a des restrictions alimentaires, etc. L'adresse, évidemment, pour livrer. Mais ça demeure très une philosophie où on espère aussi une approche que les gens se sentent très à l'aise. C'est très difficile de demander de l'aide en général, surtout dans des situations où on est peut-être nouvellement affecté, même si on n'est pas nouvellement, ça reste quand même très très difficile. Donc pour nous, on pose pas beaucoup de questions, donc c'est difficile d'avoir des données très très précises. Par contre, ce qu'on sait, comme on vient de se dire, c'est que les besoins sont croissants. Donc quand on parle d'une vingtaine de nouveaux ménages qui s'inscrivent par semaine à la banque alimentaire juste depuis septembre, c'est énorme. On a plusieurs familles nombreuses de 6 membres et plus. On a des familles de 10, de 11, intergénérationnelles. C'est sûr que quand les gens venaient en présentiel, ça amenait toute une autre façon de communiquer puis de rentrer en relation, qui nous amenait d'autres données beaucoup plus intéressantes, disons, pour nous, mais que malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Vous exposez un paradoxe intéressant, le fait que en ayant l'option de la livraison, ça vous permet finalement d'offrir un plus large bassin de personnes, mais en même temps, ça doit effriter, en fait, le lien que vous pouvez tisser avec ces personnes-là. Je sais pas si vous pouvez nous parler des défis auxquels les personnes font face et plus largement les défis auxquels vous faites face pour offrir vos services. On a vraiment peur de perdre une certaine partie de cette nouvelle population-là dû par la situation géographique et la difficulté de se rendre. Donc, on est en train de vraiment démarcher des lieux des points de chute, des lieux d'approvisionnement où les gens vont pouvoir se rendre plus rapidement, plus efficacement, puis avoir des contacts aussi avec d'autres organismes et d'autres personnes en relation d'aide. C'est sûr que pour nous, les défis en ce moment, c'est sûr que la livraison, on est très chanceux. On avait déjà un camion à nous, mais on a été chanceux d'avoir une offre de la compagnie U-Haul vers le mois de novembre. Donc, ça qui nous offre un camion jusqu'à temps qu'on en ait besoin. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très apprécié. On a essayé de reprendre nos appels aussi une fois par semaine pour certaines personnes membres qu'on connaît qui vivent plus seules, qui c'est plus difficile pour eux, qu'on connaissait avant le début de la pandémie. Donc, de garder ce lien-là, mais c'est sûr que c'est difficile. Donc, on a vraiment perdu le contact, notamment à cause des dîners communautaires dont je vous parlais, qui arrivaient en même temps de la banque alimentaire à l'époque, qui faisait qu'on pouvait s'asseoir avec les gens, on avait un lieu où est-ce qu'on pouvait discuter, c'était vraiment très, très intéressant. On espère pouvoir retrouver ça sous peu. Donc, aussi, dans la philosophie d'avant, comme je vous disais, les gens pouvaient choisir leurs aliments. C'était comme aller à l'épicerie, il y avait vraiment un pouvoir d'achat, donc de contribuer financièrement, mais également de pouvoir choisir ce qu'ils voulaient manger. Là, on leur demande est-ce qu'il y a des restrictions. Je mange pas de viande, je mange pas de gluten, par exemple. On peut pouvoir pallier à ça, mais il reste qu'ils peuvent pas choisir eux-mêmes. Donc, voici ton panier, voici ce que tu manges pour les prochains jours. Les paniers durent 6 jours en général. Donc, c'est sûr que c'est comme un petit peu l'imposition de voici certains aliments. Certains diront c'est mieux que rien. Pour nous, c'est difficile parce que ça va vraiment à l'encontre de l'approche qu'on avait au départ, de redonner ce pouvoir-là aux gens, puis cette capacité-là de choisir qui, je pense pas que personne aimerait dire, c'est ça que tu vas manger pour les 6 prochains jours, merci. On donne des recettes pour au moins agrémenter un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les aliments qui leur sont offerts. C'est toujours le dilemme de très bonne alimentation, aliments variés, sains, qui nous coûtent quand même des sous pour l'approvisionnement. Malgré le fait qu'on est approvisionné par Moisson Montréal, on doit quand même compléter nos achats. On achète du lait, des œufs. Chaque semaine, on a des dons d'agropur, de lait, de yogourt et de fromage qui sont très, très appréciés. On a des dons sporadiques de bagels Saint-Viateur, par exemple, donc de gens qui nous offrent différents aliments frais. Mais on essaie vraiment de diversifier en fruits et légumes aussi qu'on achète. Donc, c'est sûr que c'est quand même beaucoup de coûts pour continuer à soutenir ça, versus essayer de soutenir le plus de monde possible. Donc, c'est toujours un dilemme avec lequel on essaie de jongler puis d'obtenir un bel équilibre.
D'un point de vue plus général, vous savez que le CREMIS s'intéresse à la question des inégalités sociales. À votre avis, qu'est-ce que la crise révèle au niveau des inégalités sociales? Mon Dieu, d'abord, je vais utiliser une lettre, des propos d'une lettre qu'on a publiée sur notre site Internet et dans nos réseaux sociaux. Pour nous, c'est sûr que la pandémie a révélé et exacerbé vraiment plusieurs inégalités sociales, comme tu as dit, c'est effectivement très très vrai. Les pertes de revenus, d'emploi, qui ont forcé beaucoup de nouvelles personnes à rejoindre les rangs des gens qui étaient déjà dans des situations très précaires et qui n'ont pas eu le choix d'avoir recours à l'aide alimentaire, comme j'ai dit plus tôt. Là, c'est assez flagrant. La crise aussi replace beaucoup le débat sur l'idée du revenu décent pour vivre. Donc là, on voit que la PCU qui n'est plus disponible maintenant, mais qui était fixée à 2000 $. On sait que l'aide sociale est environ à 690 $ par mois. Il y a un très, très gros gap, je m'excuse de l'anglicisme, entre les deux. Donc, c'est sûr que comment on explique ça? C'est vraiment important pour le gouvernement et la population de comprendre qu'il faut un revenu suffisant pour couvrir les besoins essentiels dont se nourrir et se loger. Nous, on fait plus en lien avec le se nourrir, mais beaucoup d'organismes du quartier sont en lien avec se loger. Donc, on exige vraiment un plan de relance gouvernemental qui va vraiment inclure l'amélioration des conditions de vie des personnes marginalisées à faible revenu. En ce moment-ci, les banques alimentaires aussi auront besoin beaucoup moins de pression sur les épaules, d'avoir recours à de l'aide d'urgence, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui est très difficile à obtenir, ou qui a été plus facilement, du moins, obtenu au début, mais qui, en ce moment, se fait un petit peu plus rare et un peu plus éparse en termes de financement. Mais si on avait les revenus nécessaires, et si on remettait au cœur du débat le revenu nécessaire pour vivre puis pour couvrir nos besoins de base, bien peut-être qu'on n'aurait pas ce débat-là en ce moment, et que les écarts seraient beaucoup, beaucoup moins importants et moins exacerbés. Ce qu'on pourra faire, Stéphanie, c'est de mettre les liens pour que les auditeurs puissent avoir accès à cette lettre que vous avez écrite qui, si je comprends bien, se retrouve à avoir été diffusée sur votre site web. Si ça peut alimenter les mobilisations d'autres acteurs, en fait, de la société civile, bien c'est parfait. Ben merci beaucoup, Stéphanie Taillon. On vous souhaite bonne poursuite dans vos activités. Merci à vous. Merci beaucoup.